Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope sur votre chaîne El Mararibia. Merci pour votre fidélité. Désolé pour ce petit retard. Il est 18h47 bientôt du côté de notre pays, de cette belle Algérie. Merci pour votre fidélité. Merci pour toutes les informations, les images, encore une fois, que vous nous envoyez, mais pas que vous transmettez pour communiquer, pour informer l'Algérie, mais aussi le monde entier sur cette situation, cette crise sanitaire. Une pensée à toutes les personnes qui sont mortes, paix à leur âme, à tous les défunts. On pense à leurs familles qui malheureusement vivent actuellement des moments très douloureux, des souvenirs tragiques qui seront gravés, qui resteront gravés, hélas. Pendant plusieurs années, vous le savez, la Covid-19 maintenant qui frappe le monde entier depuis plusieurs mois, depuis bientôt 2 ans, mais aussi l'Algérie où il y a eu énormément de morts actuellement. Mais ce n'est pas que la Covid-19 qui a créé cette situation dramatique, c'est aussi la responsabilité, l'inactivité du régime, du pouvoir, des autorités algériennes, puisque vous le savez, depuis plus de 2 ans, en tout cas, c'est ce que disent les invités et les internautes. Maintenant, le pouvoir est resté totalement absent quant à la préparation de cette pandémie. Rapidement, des hôpitaux submergés, une pénurie d'oxygène. Énormément d'internautes sont encore à la recherche d'oxygène. On envoie des messages tous les jours avec des messages de cris, des cris en larmes, des cris pleins d'émotions, des cris de désespoir. Un pays qui est aujourd'hui face au mur et face à une situation sanitaire préoccupante, un système de santé inexistant et un système de santé qui est totalement submergé. Aujourd'hui, on va revenir sur la situation sanitaire en Algérie. On viendra aussi sur ce communiqué vendredi dernier, il y a 48 heures, de l'ambassade notamment d'Algérie à Paris, qui annonce une réglementation assez précise et assez stricte quant aux dons qui viendraient de l'étranger, notamment de la diaspora. Place aux invités, pas de perte de temps avec nous. Donc le titre de l'émission, Covid-19, solidarité pour survivre du peuple, vous l'avez compris, mais où sont les autorités? Avec nous dans quelques instants, Hassan Moussi, économiste, militant politique via le Canada, Azdin Toumi, militant politique en Algérie, Azi Arav, qui est militant politique, il est à Paris, qui est avec nous, Mohamed Zouaoui, qui est militant politique aussi à Paris. On va revenir sur la mobilisation place de la République. Elias Djebali, militant politique, est aussi sur Paris. On va commencer. Azdin Toumi, bonsoir Azdin Toumi. Azdin Toumi, vous m'entendez? Oui, bonsoir cher ami Chaban, bonsoir à tous les invités, Hassan, Moh et Ami Arav, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre fidélité. Je vais essayer d'aller vite dans les questions pour gagner du temps. La situation actuelle, on s'est vu maintenant il y a une petite dizaine de jours dans cette émission. La situation actuelle, dernièrement en début de semaine, le ministre de la Santé avait annoncé donc un espoir, un optimisme quant au nombre de contaminés. Il dit les hôpitaux ont été renforcés avec les lits supplémentaires pour prendre en charge. Aussi la pression sur les lits de réanimation a également diminuer. Voilà, des cas, un certain nombre de malades ont été guéris et quitté les hôpitaux. Est-ce que vous la vivez, cette crise sanitaire qui s'améliore en Algérie, ou c'est totalement, malheureusement, l'inverse? On peut d'abord, toutes les victimes qui sont décédées à cause de cette maladie, et puis on espère un bon rétablissement pour tous les malades qui sont en train de souffrir, que ce soit dans les hôpitaux ou chez eux. Peu de personnes accordent du crédit aujourd'hui à tous ces chiffres qui sont annoncés par les autorités officielles, et peu de crédit est accordé à tout ce discours officiel de ce système, de ce pouvoir qui depuis longtemps a perdu toute crédibilité vis-à-vis des chiffres. Bien avant cette crise sanitaire, moi j'ai discuté avec certains amis qui sont médecins et infirmiers. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un ami qui est infirmier dans un hôpital, et il m'avait dit que la pression est toujours là, qu'il y a toujours des difficultés à avoir de la disponibilité au niveau de l'oxygène, et qu'il y a toujours cette surcharge au niveau des places. Donc la sonnette d'alarme, elle est
tiré depuis un moment par les médecins et les infirmiers. Il est encore d'actualité. Aujourd'hui, il y a urgence. La crise, elle est toujours là. Nous sommes toujours dans cette vague du Covid. Et en connaissant le niveau de notre système de santé, en ayant connaissance des moyens que ce pouvoir ou que ce système a mis en place dans ce système sanitaire, on est complètement en train de perdre le contrôle de la situation. Beaucoup de personnes sont en souffrance actuellement et heureusement qu'il y a cet élan de solidarité et que le pouvoir essaye aujourd'hui de contrôler ou d'entraver, il faut le dire clairement, mais en tout cas, cet élan de solidarité, c'est la seule chose positive qui existe aujourd'hui, qui donne de l'espoir aux malades d'abord, qui attendent l'arrivée de ces concentrateurs d'oxygène, qui attendent l'arrivée de ces stations de production d'oxygène dans les hôpitaux, qui sont en train d'être acheminés après un grand effort de la diaspora et des citoyens algériens, là où ils sont, que ce soit ici à l'intérieur ou ailleurs. Donc aujourd'hui... Asdine Toumi, donc bon, ce soir vous êtes l'invité qui est en Algérie. Vous ressentez tous les jours ce désespoir, cette crise sanitaire, ces larmes, ces familles qui perdent des proches. C'est important aussi de l'expliquer et de le dire au monde entier qui nous regarde, aussi aux autres médias, aux ONG, aux institutions politiques d'autres pays qui nous regardent. La situation aujourd'hui en Algérie, elle est de moins en moins contrôlable et elle est aussi, malheureusement, c'est dur à dire, mais de plus en plus dramatique. Non, ce qui est le sentiment le plus difficile, c'est que le peuple se sente livré à lui-même. C'est ça, abandonné. C'est ça le plus difficile. Quand un malade il est à l'hôpital aujourd'hui, un ami m'a appelé sa femme en détresse respiratoire. J'ai appelé un autre ami via comme ça, des connaissances. Qui a des appareils et il loue les appareils. C'est un établissement sanitaire en tout cas. Et il m'a dit tous les appareils sont loués, il y a une liste d'attente, nous sommes arrivés à 90. Donc quand j'ai dit ça à l'ami dont la femme souffrait, c'est une mauvaise nouvelle très difficile à supporter. Donc aujourd'hui il y a ce sentiment d'être dans la difficulté, d'être pris au piège par cette situation à laquelle nous sommes arrivés. Aujourd'hui, tout est fait. En tout cas, tout est là pour rendre la vie difficile aux citoyens. Entre cette pandémie et le manque d'eau, le manque des produits de première nécessité, vu les prix qui ont augmenté, etc. Donc aujourd'hui, tout est fait pour démoraliser ce citoyen algérien. C'est comme si il y a une force quelque part et qui veut se venger de ce peuple qui a osé, entre guillemets, qui a osé soulever le mois de février 2019 contre ce système. Donc ils veulent rendre les besoins, ils veulent faire du citoyen algérien un citoyen du Moyen-Âge qui va juste courir derrière l'eau, derrière du pain et du lait et respirer de l'oxygène. Voilà, donc réduire les humains à leurs instincts bestiales. Des mots... Restez avec nous, Asdine Toumi, effectivement, des difficultés toujours à exprimer ces mots, faire du peuple algérien un peuple du temps du Moyen-Âge, quand on connaît la richesse. Alors, je vais juste demander aux collègues en régie de me couper l'oreillette, s'il vous plaît. Voilà, juste pour rappel, ce que disait le ministre de la Santé aussi, se préparer, en parlant de préparation, il disait le variant Delta nous a pris par surprise en un laps de temps court. Je vous le disais hier, mais c'est important aussi de se le rappeler. Donc, selon lui, il faut mieux s'organiser et se préparer en prévision de toute autre vague dans l'avenir, notamment au vu de la 4e vague qui touche plusieurs pays dans le monde. Mais ce que reprochent les Algériens, les Algériennes, mais aussi ça a été
été dit par la presse internationale. Pourquoi, depuis 2 ans maintenant, le pouvoir algérien, les autorités, le chef de l'État, le président, ne s'est pas préoccupé de cette crise pour justement subvenir aux besoins dans le cas de situations difficiles ou de drames, comme malheureusement c'est le cas actuel en Algérie. Asie Arabe, bonsoir Asie Arabe. Alors, est-ce que Asie Arabe est avec nous? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes via Skype ou par téléphone? Bon, en tout cas, j'espère que vous m'entendez. Asie Arabe, vous qui... Skype, hein. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oh oui, je vous entends très très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Très bien. Je vais juste demander, s'il vous plaît, aux garçons en régie de me couper l'oreillette. Voilà. Asie Arabe, peut-être, quel regard vous avez? Vous faites partie de cette diaspora, vous vivez en France. D'un point de vue général, avant d'évoquer effectivement ce communiqué de l'ambassade, vous étiez à Paris cet après-midi, place de la République, on en parlait tout à l'heure. On va évoquer ce point-là dans quelques instants. Mais vous qui aimez ce pays, qui connaissez ce pays maintenant depuis tout jeune, vous avez aussi une certaine expérience de vie. Quand vous voyez cette situation, quand vous voyez ce pouvoir absent, ce pouvoir politique qui n'a pas su mettre en place des aides, une gestion pour faire face à cette pandémie, vous êtes en colère, quel est votre sentiment? Je suis, comme tous les Algériens, je suis très en colère. Parce que dès le départ, ça fait plus de 2 ans, tout à fait au début de cette pandémie, que ce soit Al-Mararibia, que ce soit des Algériens comme moi, nous avons averti, en tant qu'Algériens, en tant que militants politiques avertis, nous avons averti le pouvoir quant à sa gestion de cette pandémie. Nous avons dit qu'il est nécessaire, et c'est vital pour la population, d'accompagner cette pandémie politiquement et sanitairement. Politiquement, il a appartenu au pouvoir de préparer tous les moyens nécessaires, moyens financiers, et surtout d'aménager les hôpitaux algériens afin de faire face au nombre d'Algériennes et d'Algériens qui seraient touchés par cette pandémie. Aujourd'hui, le constat que nous pouvons faire, qu'est-ce qui est changé dans nos hôpitaux? Rien du tout. Il n'y avait aucune amélioration. Imaginez un hôpital où il n'y a pas d'oxygène. Un hôpital où il n'y a pas d'oxygène, mais c'est incroyable. Ça, on ne peut pas l'imaginer il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans de cela. Aucun hôpital au monde. C'est inimaginable. Donc aujourd'hui, la situation est grave. La première des choses, je voudrais, Chaban, tarahum, à tous ceux et toutes celles qui sont mortes ou qui sont morts à cause du Covid, à cause du manque d'oxygène. Deuxièmement, une pensée à tous les militants politiques qui croupissent aujourd'hui dans les prisons du système. Ils y sont encore. Il y en a même qui sont touchés par la Covid. Et troisièmement, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu un être cher. Donc la situation politique, le pouvoir n'a rien fait pour améliorer ou pour changer la situation. Non seulement il n'a rien fait, mais il n'a pas laissé les spécialistes, les hospitaliers faire leur travail. Je vous écoute, Chaban. Vous évoquez deux points, effectivement, la volonté, ce que vous évoquez, la volonté du pouvoir algérien de ne pas donner accès, de ne pas laisser aux spécialistes, aux scientifiques, aux médecins d'encadrer et de proposer de travailler. Fallait-il encore qu'on leur donne les moyens? Mais ça, c'est la question aussi que je vous pose. Est-ce que c'est pas dans la continuité du souhait de ce régime de pouvoir dominer et maîtriser le pays? Mais on se souvient, il y a 2 ans, de nombreux militants algériens, algériennes priaient pour que le Covid n'arrive pas en Algérie, parce qu'on sait très bien, malheureusement,
c'est un adverbe que j'emploie beaucoup ce soir. On sait très bien que le pouvoir algérien ne pouvait pas faire face à cette pandémie. Il le prouve aujourd'hui. Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas eu de volonté politique du pouvoir pour faire face à ce genre de pandémie. Ils disent qu'ils ont été surpris comme tous les gouvernements du monde. Ce n'est pas vrai. Les gouvernements du monde ont su faire face. Ils ont préparé les moyens financiers, les moyens politiques pour faire face à cette pandémie. Aujourd'hui, le peuple algérien est livré à lui-même. Regardez, une image de ce qui se passe au niveau des hôpitaux algériens, nous aurons eu l'idée de ce que le pouvoir a fait, de la volonté politique du pouvoir pour essayer d'accompagner le peuple algérien dans cette misère. Ce n'est pas le cas. Ils ont préparé les moyens de répression, ils ont préparé les moyens des bombes lacrymogènes, mais pas d'oxygène. Ils ont préparé les moyens pour leurs élections, d'aller vers leur feuille de route, mais ils n'ont rien préparé pour faire face à cette pandémie. Eux, ils se soignent à l'étranger, ils se soignent dans les hôpitaux allemands et ailleurs, mais le peuple, il meurt. Pour nos hôpitaux, et là c'est un responsable d'un hôpital qui me l'a dit, nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Donc restez avec nous. Restez avec nous, Asia Araf. Je vous reprends dans quelques instants. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. C'est vrai, quand on voit ces images, Azdin Toumi parlait d'une période du Moyen-Âge, quand on voit ces bouteilles, ces grandes bouteilles comme ça qui montent à la verticale, toutes rouillées, on se demande dans quelle époque nous sommes, alors que dans les hôpitaux du monde entier, on ne voit même pas les systèmes d'oxygène. Tout arrive dans une tuyauterie, dans des conduits organisés, bien évidemment propres en termes d'hygiène, etc. Je vais donner la parole dans quelques instants à Hassan Moussi en direct du Canada. Je vais vous rappeler ce que disait Amin Ouazari, c'est un internaute. Voilà ce qu'il dit, et c'est très touchant. Il parle d'un scandale d'État. Je vous le disais hier, mais c'est important de se le redire. Pendant que les Algériens se meurent par centaines à cause du manque d'infrastructures, notamment de lits de réanimation, d'oxygène et dans les unités soignantes et de logistique, eh bien, il parle de ces douaniers du corps d'élite du gouvernement qui retiennent et font du chantage sur les appareils respiratoires envoyés depuis l'étranger. On va en parler dans quelques instants. Hassan Moussi en direct du Canada. Merci Hassan Moussi d'être présent, analyste politique, économiste. Bonjour, bonjour à vous Chaban, bonjour à tous. Hassan Moussi, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous ne m'entendez pas? Allô? Si, très bien. Ok, donc je disais bonjour à vous Chaban, à toute l'équipe d'Al Magharibi, à vos invités et surtout au peuple algérien, là où il est. Alors, Hassan Moussi, je ne sais pas si j'ai un problème de retour avec vous. Mais moi, je vous entends très bien, en tout cas. Je vous entends très bien. J'ai salué le monde, les Algériens notamment. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien, très bien. C'est l'essentiel. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. On a pris un peu de retard. Donc, place aux invités. D'abord, vous pouvez réagir encore une fois en tant qu'analyste politique, en tant que militant. Vous êtes au Canada sur cette politique, sur cette omerta qui continue puisque le pouvoir, le régime algérien souhaite encore dominer les dons, comme il souhaite effectivement dominer maintenant un certain nombre de secteurs depuis plusieurs années. Voilà la réponse de l'ambassade suite aux critiques. Il dit: cela relève de la responsabilité du ministère de la Santé. Une personne ne peut pas dire envoyer 20 à 30 concentrateurs comme ça vers une région en Algérie. Je pense que bien évidemment depuis maintenant une dizaine de jours vous êtes toujours aussi révoltés. Puis quand vous lisez ce communiqué de l'ambassade, sachant que les Canadiens souhaitent apporter énormément d'aide, vous êtes aussi révoltés. Quel sentiment vous avez derrière ça? Excellent. Vous m'entendez, Chaban? Très très bien, très très bien. Très bien. Donc je vais commencer je vais essayer de ne pas dire ce que mes amis, mes prédécesseurs ont dit, pour ne pas nous répéter. Moi je dirais tout simplement que par rapport à cet élan de solidarité, bravo au peuple algérien, bravo, bravo, bravo 1000 fois. Et puis, Allah yarham ka'li matou, rabbi shfi al-mourda. Moi, je dirais que le divorce gouvernant-gouverné a été déjà prononcé depuis belle lurette. Je dis aussi que c'est dans les moments difficiles que les Algériens savent se retrouver, que les Algériens retirent leur casquette pour tous oublier leurs préoccupations prioritaires et se donner cœur et âme à fond
de tout cœur à Madame Tout le Monde, comme on dit. Ils sont solidaires, c'est une solidarité urgente et nécessaire. Ils appliquent la réglementation comme il se doit, bravo, mais le pouvoir essaie tout simplement de récupérer. Maintenant, par rapport à ce communiqué qui nous tracasse, mon ami Chaban, moi je dirais tout simplement que nos décideurs accouchent des lois et des communiqués beaucoup plus à même de bloquer les bonnes actions sociétales, alors que plusieurs de nos cimetières commencent à se remplir. Je dis bien plusieurs de nos cimetières commencent à se remplir au moment où nos frères en Algérie sont à la recherche de nouveaux terrains justement pour enterrer les morts décédés, les morts qui sont partis à cause, encore une fois, du manque d'oxygène. Voilà que le pouvoir en place, sans scrupule et sans honte, comme je le dis, j'assume mes responsabilités. Excusez-moi, je suis gêné là. Donc le pouvoir en place, sans honte et sans scrupule, Khouay Chaban, est en train, si vous voulez, comme à ses habitudes, d'imposer à la diaspora une batterie, je dirais moi, une batterie de mesures bureaucratiques. C'est des mesures bureaucratiques, comme s'il s'agissait de constituer un dossier pour l'acquisition pour l'agrément d'un parti politique, je dirais. Hein? Personnellement, mais quel sentiment vous avez derrière ce communiqué? Est-ce que c'est plus une réglementation, je vais essayer de me faire l'avocat du diable tant bien que mal, mais est-ce que c'est une réglementation qui a du sens, même si c'est pas le moment de mettre une réglementation aussi draconienne? Je rappelle, voilà ce que dit le communiqué rapidement: l'identité des donateurs, collectifs, associations, particuliers, donc agrément, le cas échéant, la liste du matériel médical, des consommables comportant les indications, volume, poids. Faut se rendre au consulat, monter un dossier, enfin il y a toute une paperasse. Quel sentiment vous avez derrière ce communiqué? C'est plus pour faire du chantage et faire de la récupération, peut-être en montrant aussi une certaine image que le pouvoir algérien récupère des dons et les dispatche, les distribue. C'est plus ça, ou est-ce que c'est plus une réglementation qui a du sens? Comment vous définissez cette action de réglementer? Moi, sincèrement, je ne trouve pas mes mots. Je ne qualifie pas cela de réglementation ou de ceci ou de cela. J'étais abasourdi, mon ami Chaban, voire révolté au plus profond de moi-même quand j'ai pris connaissance justement de ce communiqué. Vous m'entendez, Chaban? Oui. Très très bien, très très bien. D'accord. Au lieu de donner l'ordre au personnel des douanes, je dirais moi, au lieu de donner l'ordre au personnel des douanes de prioriser l'entrée de ces équipements médicaux et médicaments et autres, de les prioriser, et le pouvoir est en train d'imposer un certain nombre de donnes, un certain nombre de choses, le type, le nom, d'où vient le matériel, qui c'est qui l'envoie, etc., alors qu'il s'agit c'est une question de vie ou de mort. Nos décideurs ont l'habitude, pourquoi je vous disais, je ne vois pas si c'est une réglementation. Pour moi, ce n'est ni une réglementation, ni des lois en ce moment-là. Il y a urgence à la demeure, il y a le feu, il faut l'éteindre. Nos décideurs accouchent des lois et des communiqués à même de bloquer les bonnes initiatives sociétales, mon ami Chavan, et de bloquer les aides. Ils sont en train de bloquer les aides et les dons de la diaspora. Selon moi, ce n'est là qu'une volonté délibérée d'un pouvoir aux abois. Ce n'est qu'une volonté délibérée d'un pouvoir aux abois qui ne fait qu'aggraver davantage, je dirais moi, la situation au niveau de nos hôpitaux et d'étouffer encore une fois le plus de malades qui n'auront de solution en fait, qui n'auront de solution que la shahada avant de rendre l'âme. Je vais dire un petit exemple, mon ami Chaban, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Je vais faire une petite caricature à ceux qui m'écoutent. Quand on assiste à un accident de voiture et quand vous avez des morts dans les deux véhicules et il y a deux blessés graves, on envoie tout de suite, la solution c'est d'envoyer tout de suite les deux personnes à l'hôpital pour leur éviter la mort. On ne cherche même pas à demander leur permis, ni leur identité, ni à savoir leur nom, ni leur destination, ni pourquoi sont-ils là. L'urgence, il faut parer à l'urgence. Le pouvoir, il est occupé par faire autre chose.
Donc il est ailleurs, il s'occupe de ses propres oignons et voilà. Donc je préfère m'arrêter là, Chaban, en attendant de répondre un petit peu à peut-être d'autres questions. Merci Hassan Moussi, restez avec nous. Mohamed Zouaoui, militant politique en France, militant qui n'arrête pas du matin au soir. Il est maintenant depuis plusieurs semaines, il est en action pour venir en aide aux Algériens, notamment du côté de sa région. Mohamed Zouaoui, bonsoir. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir à nos amis. Vous m'entendez? Très bien, oui. Alors, bonsoir Chaban, Azulflak, bonsoir à mes amis Asdin Toumi, Arabazé, à notre camarade Hassan Moussi. Je rajoute donc... Merci. Ouais, allez-y. Alors, je vous laisse la parole, bien sûr. Une réaction d'abord, vous êtes en contact, vous êtes en France, vous êtes en contact régulier du matin au soir avec vos proches, avec votre région, votre village. Quand vous les écoutez, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui au quotidien? Quelles sont leurs difficultés? En fait, il y a une urgence absolue. Donc, c'est acheminer ces machines à oxygène, les concentrateurs, parce que beaucoup de personnes sont dans le besoin. De plus en plus, on a de malades chez eux dans les villages. Par exemple, moi, je représente la région d'Azmezel, c'est une commune. C'est pour la première fois. On s'est réunis ici en France, on a créé un collectif rapidement il y a une dizaine de jours autour des jeunes étudiants de chaque village par exemple. On s'est regroupés dans un collectif. On a associé par exemple les comités de village, les anciennes associations de comités de village ici en France, la main dans la main. Il y a une cellule de crise sur place au niveau de notre commune. Donc on travaille en collaboration. On demande leurs besoins. Ils ont même intégré des médecins dans la cellule, des médecins de la région qui travaillent déjà beaucoup, mais le soir, ils arrivent dans la région, ils donnent un coup de main, ainsi de suite. Donc nous, notre mission ici en Europe, on a lancé une cagnotte sur Litchi, donc qui a reçu franchement, comment on appelle ça, comment on dit, un niveau favorable, un succès favorable. Donc comme on a une diaspora aux États-Unis, au Canada, ici en Europe, donc les gens tout de suite ils ont contribué parce que voilà, on a nos familles, on a nos proches, on a les citoyens. Et donc nous, on voulait répondre aux besoins, comme on savait qu'il voilà, on a découvert il y a plus d'oxygène dans les hôpitaux, il y a des gens qui arrivent à l'hôpital, il y a plus d'oxygène. Donc on s'est dit, on a récupéré une somme d'argent, il y a même des donateurs avec nous, des gens de bonne volonté. On a même, avant que la cagnotte arrive, c'est-à-dire à la somme nécessaire pour acheter les concentrateurs. Donc nous, on a avancé de l'argent, quelques personnes ont avancé de l'argent de leur poche. On a passé une commande, par exemple, suite à un avis d'un médecin de chez nous, on a passé une commande de 50 concentrateurs de 10 litres Chaban. Tu me suis? Très bien. Il y a beaucoup de vent là où vous êtes, mais on vous entend. Allez-y. Donc on a passé une commande, on a essayé la piste Turquie. En France, il n'y avait plus de concentrateurs. On a essayé la Turquie, donc on s'est rabattu sur la Chine. Heureusement, on a nos amis qui travaillent un peu dans le commerce, donc on a passé une commande. Et l'argent arrivé, on échange nos informations avec la cellule au pays. Aujourd'hui, donc, je vous assure, on est abasourdi, on a les jambes sciées, coupées. Quand on voit un communiqué il y a 2 jours de l'ambassadeur de France, enfin d'Algérie en France, qui dit voilà, autorisation. Il nous ramène dans les années 70-60 où il fallait faire une demande manuscrite, c'est-à-dire l'Algérie, les figés. Donc voilà. Mais vous, quand vous êtes donateur, vous faites partie de cette diaspora qui organise justement de récupérer des fonds, de l'argent pour trouver des concentrateurs, etc. Lorsque vous avez des autorités algériennes, d'ailleurs c'est l'ambassade qui ponce ce communiqué, est-ce que c'était vraiment à lui de le faire? Mais ça, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que vous ressentez, vous? Alors vous êtes en colère, mais derrière ça, quelle définition vous donnez derrière ça? Est-ce que c'est de l'emprise, de la récupération? Est-ce que c'est faire de plus en plus de morts? Il y a une volonté vraiment de laisser encore le peuple algérien souffrir lorsqu'on bloque comme ça du matériel médical. Quelle définition vous donnez à cette action du pouvoir? La définition, elle est incompréhensible. Aujourd'hui, on a fait une réunion entre les collectifs
Oui. Et donc, on a fait même une action à la place de la République pour récupérer un peu d'argent, justement, pour continuer à contribuer. Et aujourd'hui, quand on voit ce communiqué, on se dit, il y a un acharnement contre cette population. C'est pas possible. Justement, nous, la mission, c'est d'aider, justement, c'est d'épauler. On a découvert que finalement, les hôpitaux ne sont pas équipés. Donc, on s'est dit, au lieu de bloquer tout ça, donc on va essayer d'aider, justement, de soulager. Justement, c'est de soulager. Et en face de ça, on voit des blocages administratifs de la bureaucratie. Donc on ne comprend pas. C'est incompréhensible cette décision du gouvernement. Donc j'espère qu'ils vont faire marche arrière, qu'ils vont laisser, justement. Normalement, ils ouvrent la douane, ils ouvrent les frontières, justement. Les gens qui acheminent cette marchandise pour sauver des vies. Je te donne juste hier, moi j'ai le cœur déchiré quand on voit une jeune de 27 ans morte de Covid dans ma région hier. C'est-à-dire, ça touche toute la population, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées. Et tu as un gouvernement en face têtu. Est-ce que les personnes que vous rencontrez avant de vous libérer, je vous garde un petit peu après, je vous libère, Mohamed Zouaoui, quand vous avez au téléphone ces familles de Azmenzer, par exemple, est-ce qu'ils sentent cet abandon du pouvoir algérien? Ils sentent totalement qu'ils sont livrés à eux-mêmes, qu'il n'y a pas de moyens dans les hôpitaux? C'est ce que vous ressentez? C'est ce qu'ils vous disent? Bien sûr, ils sont livrés à eux-mêmes. Je te dis, heureusement, il y a cette solidarité ancestrale qui est formidable. Il y a un engouement, il y a une solidarité incroyable. Je te donne juste un exemple. Moi, je suis proche aussi à la région de Borné. Il est très touché. C'est un hécatombe dans la région de Borné. Figure-toi, il y a quelques jours, j'ai perdu une femme de 65 ans. On l'a amenée à l'hôpital, à l'EPH de Borné, comme ils sont débordés. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de place. Ses enfants l'ont récupéré, ils sont restés 2 heures, 3 heures à l'hôpital à attendre une place. Ils ont vu que c'était pas possible. Ils l'ont ramenée à la maison et la pauvre, 5-6 heures après, elle est morte à la maison. Donc aujourd'hui, on n'a pas de structure, on n'a pas assez de lit, on n'a pas assez d'oxygène. Donc je comprends pas une décision, ça dépasse de la dictature, cette attitude, ce comportement. Normalement, c'est de l'inimaginable, effectivement. C'est de l'inimaginable. Au lieu de dire, je vous laisse finir 30 secondes. Heureusement, au lieu de dire que c'est responsable, c'est incompétent, au lieu qu'ils disent finalement on a failli à notre mission, mais heureusement il y a la diaspora qui nous a sauvés, on va ouvrir les portes, les frontières, qu'ils acheminent le matériel pour qu'ils nous sauvent la face. Et à côté de ça, tu trouves ils nous bloquent. Donc c'est pas possible, c'est incompréhensible. Je te dis, ils nous coupent les jambes. Donc aujourd'hui, la marchandise va arriver dans une semaine à Alger. Ce qu'on a envoyé comme concentrateur, mais on ne sait pas. Est-ce que notre population, la commune d'Azmenzer, va récupérer ces 50 concentrateurs, ou c'est le ministère de la Santé qui va décider à qui va les donner? Effectivement, puisque c'est aujourd'hui le ministère de la Santé qui récupère le matériel et qui le dispatchera en fonction de ses besoins, en fonction de ses décisions. Et c'est peut-être là derrière une récupération aussi politique de cette diaspora qui se mobilise. Mohamed Zouaoui, merci d'avoir pris du temps en plein Paris, de vous être arrêté et pour nous avoir donné ce témoignage profond, puisque c'est des témoignages que vous avez notamment de vos proches. Azdine Toumi, je reviens vers vous. Azdine Toumi, quand on lit, politiquement parlant, quand on lit ce communiqué, bien sûr, vous pouvez réagir là-dessus. Je pense que vous êtes aussi en colère quand il y a urgence en Algérie. On manque d'oxygène et c'est ce pouvoir irresponsable et ce manque d'oxygène qui malheureusement tue énormément et pas spécialement la Covid, mais derrière ça, c'est aussi un pouvoir qui se sent aujourd'hui encore plus solitaire, isolé, donc peut-être encore plus en échec, donc qui tente quelque part de s'immiscer dans une organisation solidaire du peuple et de récupérer, de mettre un peu son grain de sel pour faire partie quelque part, pour rentrer dans le jeu. Est-ce que c'est ça la stratégie du pouvoir, récupérer pour essayer de continuer à maîtriser? Récupérer, parce que on parle de quelques milliers d'euros.
normalement, le pouvoir, il a la capacité de les importer lui-même. Pourquoi aller demander à toutes ces personnes qui ont contribué avec leur argent personnel pour acheter ces appareils et dire qu'ils doivent être distribués par l'État ici en Algérie. Il aurait pu les importer lui-même. C'est pas des grosses sommes d'argent. Oui, pour le pays, pour le pouvoir algérien, c'est vrai que ce ne sont pas des sommes exorbitantes. Mais selon vous qui êtes militant politique, qui est aussi analyste, enfin qui est vraiment qui connaissez ce pouvoir, pourquoi fait-il ça? Est-ce que c'est parce qu'aussi, selon vous, il est en échec ce pouvoir aujourd'hui, il est livré à lui-même, donc il essaye un peu de rentrer dans le peuple, parce qu'on sait que le pouvoir n'a pas accès au peuple. On ne voit pas le ministre de la Santé aller malheureusement à la rencontre des malades dans les hôpitaux. Il n'a pas accès. C'est un pouvoir qui est rejeté. En tout cas, on le constate à chaque fois qu'ils essayent un bain de foule. En s'immisçant comme ça auprès de cette diaspora, c'est parce qu'il se sent de plus en plus en échec et il veut vraiment se redorer un peu le blason et être dans la partie. Qu'est-ce qu'il espère en mettant encore ces conditions? Quand vous voyez combien de moyens ils sont mis en œuvre, combien de sommes d'argent qui sont dépensées pour avoir la même mise, pour contrôler ne serait-ce que les publications des militants ou des Algériens sur les réseaux Facebook. Donc le pouvoir, il est dans cette logique, il est dans cette mentalité de tout contrôler, d'avoir tout le temps le contrôle sur les choses, sur la politique, sur le mouvement associatif, sur la solidarité, sur les réseaux de solidarité, sur tout ça. S'il arrive à rentrer dans la tête des gens, il y a même des militants qui ont été condamnés parce qu'ils avaient l'intention de faire quelque chose. C'est incroyable, cette logique de tout contrôler. Donc aujourd'hui, d'abord, cette solidarité, mon ami Chaben, elle a mis à nu les manquements de l'État dans la gestion de cette crise. Elle a rendu possible de voir l'échec du pouvoir face à cette crise. Et quand les Algériens ont commencé à mettre la main dans la pâte, à prendre leurs responsabilités dans cette crise Covid, le pouvoir, les institutions de l'État, ils étaient absentes. Il n'y avait même pas cette fameuse réunion où il a été décidé de faire le confinement et d'autres mesures. Donc, cette solidarité... C'est difficile à dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une... Adel Djebar l'expliquait hier, un observateur politique, c'est difficile à dire, mais nous n'avons pas passé une seconde sans lire une ligne sur la Covid, entendre les médias du monde entier qui en parlaient. Donc le pouvoir, le régime, les autorités politiques algériennes étaient au courant de ce qui pouvait arriver. Est-ce que c'est malheureusement, encore une fois, c'est dur à dire, mais est-ce que ce n'était pas volontaire de rester inactif comme ça devant une pandémie qui allait arriver? Je pense que ce pouvoir n'est pas non plus totalement aveugle à toute cette pandémie. Donc est-ce que c'était pas volontaire? Comment vous voyez les choses de se dire c'est pas grave, on laisse les choses venir et le peuple, on s'en préoccupe pas? En tout cas, toute la gestion de la crise, il y a un échec grave, il y a des manquements graves. Les mesures qui ont été prises n'étaient finalement que des mesures obsolètes. L'Algérie est parmi les rares pays au monde qui ont fermé les frontières autant de temps, avec autant de bureaucratie, avec autant de difficultés, mais au final, on a eu le Delta, on a eu d'autres variants, ça n'a pas empêché les virus de circuler, ça n'a pas empêché la maladie d'arriver chez nous, et quand il y a cette solidarité, cette urgence, aujourd'hui, de sauver des vies, aujourd'hui, c'est ça l'urgence. Comme l'a dit mon ami Hassan, s'il faut sauver des vies, il y a aujourd'hui cette possibilité d'offrir ce confort d'abord
pour les malades, pour bien respirer et puis pour probablement sauver beaucoup de vies. Aujourd'hui, il ne faut pas prendre les choses à la légère parce que ces vies humaines nous sont chères. La perte d'un ami, la perte d'un membre de la famille, c'est une blessure très importante qui peut générer des tristesses profondes et des cicatrices profondes. Donc aujourd'hui, il y a urgence pour laisser passer pour ces concentrateurs d'oxygène, ces médicaments, cet argent, tout ce qui peut venir pour aider marhaba bih. Donc, vous voyez comment le pouvoir, il est en train de s'entêter malgré l'échec, il est en train de faire sa responsabilité dans cette crise. Parce que le fait que un ministre il vient, il dit qu'il n'y a pas de crise d'oxygène, or que les médecins, les infirmiers et tout le monde ramènent, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des témoignages chaque jour par centaines de cette crise d'oxygène. Donc il y a là cette fuite de responsabilité, cette fuite en avant pour échapper à un quelconque rendement de compte. Restez avec nous, Azdine Toumi. Effectivement, vous faites bien de le souligner. Pas de pénurie, dit le ministre de la Santé. Il n'y a pas de pénurie et ce qui se passe est dû à la forte demande sur cette manière vitale. Il a aussi évoqué dans ses propos cette semaine qu'il fallait distribuer, donner l'oxygène aux personnes guérissables. C'est dur à dire, vous voyez à peu près ce que cela veut dire. Ça veut dire que lorsqu'on pense qu'une personne malheureusement n'est pas soignable, faut-il encore le déterminer, le savoir quand on connaît la science et la médecine. Enfin bref, juste une information à la date d'il y a 48 heures, on n'est pas loin des 270 professionnels de la santé qui maintenant nous ont quittés, paix à leur âme, depuis le début de cette pandémie. Je ne veux pas dire de chiffres parce que j'en oublie certains, et vous faites bien aussi de parler des frontières fermées en Algérie. Elles ont été fermées depuis le 17 mars 2020 et notamment les Algériens n'ont pas pu accompagner leurs défunts ou aller en Algérie pour assister à des obsèques. C'est aussi une forme de répression. Azi Arav, question rapide. Vous étiez place de la République cet après-midi. Tout à l'heure au téléphone, vous me disiez que la solidarité continue, mais il est hors de question, la diaspora, les militants qui veulent donner ne veulent pas entrer dans cette réglementation, cette bureaucratie. Effectivement, j'ai discuté avec beaucoup d'amis et beaucoup d'organisateurs de quêtes au niveau, que ce soit sur Internet ou que ce soit entre comités de village ou sections de solidarité. Il n'est pas question de bureaucratiser la solidarité. Pour nous, aucune loi au monde ne peut bureaucratiser la solidarité. Il n'y a que le pouvoir algérien qui essaye d'inventer des lois pour mépriser encore plus la diaspora, pour mépriser encore plus la population. Au lieu de tendre la main dans ces moments difficiles, quand il parle d'un front intérieur et d'un front extérieur, c'est le moment ou jamais de créer un front intérieur et un front extérieur. Un front autour de... Il faut faire une guerre contre ce virus-là. Tout le monde entier, les gouvernements du monde entier parlent de guerre contre ce virus. Chez nous, ils sont en train de faire la guerre contre la solidarité. Mais alors, je ne comprends rien du tout. Et c'est comme il vient de le dire Azdine, Zouaoui, mais c'est incroyable. Ils ne veulent même pas laisser le peuple s'organiser. Quand on revient, par exemple, et même du côté religieux, il n'est pas, le bon Dieu, subhanahu, n'a pas fait d'intermédiaire entre celui qui veut donner et celui qui reçoit. J'ai pris le temps de noter un hadith. Regardez bien, si vous montrez vos aumônes, elles sont valables, mais si vous les dissimulez et les donnez aux pauvres, c'est bien mieux pour vous. Là, c'est entre celui qui donne et celui qui reçoit. Je ne vois pas pourquoi faire un intermédiaire. D'ailleurs, je voudrais poser quelques questions. Est-ce qu'il est du ressort
du ministère de la Santé d'organiser une telle action de solidarité. Ils ont un ministre des Solidarités, ils ont les croissants roses algériens. D'ailleurs, ils sont les deux plus grands absents de cette situation catastrophique. Et je voudrais poser des questions à monsieur l'ambassadeur. Il était où cet ambassadeur quand des Algériens étaient méprisés, quand des Algériens passaient des nuits et des nuits au niveau des aéroports de Paris et de France? Il était où? Il était où cet ambassadeur quand cette vieille de Bordeaux appelait, c'était un cri d'alarme, un cri de détresse, il appelait les Algériens à l'aider afin de trouver un billet d'avion pour mourir au milieu de sa famille? Il était où cet ambassadeur quand des poules mortelles, quand des décès, des personnes décédées ont été transférées par leur famille, à qui on a interdit d'accompagner leur décès? Il était où cet ambassadeur? Il était où cet ambassadeur quand l'Algérien est méprisé en Europe? Il n'était pas là. Il est juste là quand il faut arrêter, quand il faut bloquer les actions de solidarité. Pour moi, c'est de la non-assistance à un peuple en danger. D'ailleurs, cette déclaration, sincèrement, il relève de trois choses. On remarque l'incompétence de ces gens-là. L'incompétence parce que il n'est basé sur aucune loi pour centraliser une aide. Aujourd'hui, pour aider mon village, il faut passer par le consulat, avoir une autorisation. Il faut passer par l'ambassade. Il faut passer par la santé. Il faut passer par la pharmacie centrale. Entre-temps, les gens y meurent. Entre-temps, les citoyens y meurent. C'est quoi cette bureaucratie, ces blocages pour permettre aux gens de mourir? Je crois que c'est de l'irresponsabilité. Ces gens-là, ils sont incompétents. Ils sont irresponsables. Ils ne voient pas une chose. C'est que le peuple les regarde. Le monde les regarde. L'histoire va les juger. Je dis bien, le peuple les surveille. Le monde les regarde. Et l'histoire va les juger. Un jour ou l'autre, c'est une question de temps. Parce que ne pas permettre à la diaspora d'aider son peuple, ne pas permettre au peuple d'organiser une solidarité entre les différentes franges qui constituent le peuple, aujourd'hui, c'est de la non-assistance à peuple en danger. Ils sont responsables devant de telles situations. Non seulement ils n'apportent pas de solution, mais ils empêchent le peuple de se prendre en charge. Si le peuple qui est en train de prendre en charge l'État est pas dans le pays, si le peuple qui est en train de prendre en charge l'État, l'État est absent, le pouvoir est absent, ils sont absents par... Il y a un manque de volonté politique flagrant. Ils ne veulent pas gérer cette pandémie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu que des industriels de chez nous, des investisseurs de chez nous, ils ont investi beaucoup mieux que l'État. L'État ne fait que des promesses qui n'ont jamais abouti. Regardez ce qu'a fait Hadj Hamitouche. Sincèrement, il a fait un travail formidable. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui n'ont pas dévoilé leur nom. Ils sont en train d'organiser la solidarité et de faire un travail formidable à tous les niveaux. Regardez, aujourd'hui, il faut rendre hommage à la diaspora. Il faut rendre hommage à des jeunes comme moi qui ont fait un travail formidable. J'ai de la famille aux États-Unis qui sont en train de faire un travail formidable à tous les niveaux, dans toutes les communes. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut passer par les ambassades. Il restait encore, je ne sais pas moi, prendre 3 ans, 4 ans pour envoyer un appareil. Je crois que c'est de l'irresponsabilité que de bureaucratiser la solidarité. Oui, oui, Asia, merci, hein, on vous entend très bien. Restez avec nous. On va écouter donc cet extrait du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune,
qui parle d'une Algérie grande et qui demande au peuple de ne pas nous laisser tomber, comme si c'était le peuple qui avait rendu cette Algérie dans cet état-là, ou qui la rendait plus petite. Enfin, voilà, on va l'écouter. Faut-il encore pouvoir décortiquer, comprendre ce qu'il dit. في خدمة هذا الوطن وفي خدمة هذا المواطنة والمواطن. حلوا عينيكم. الجزائر كل الناس كبرتها ما تصغروهاش نتوما. تصغروها. Voilà ce chef de l'État algérien qui dit, qui dit clairement l'Algérie est grande, ne nous laissez pas tomber, quelque part peut-être comme si c'était ce peuple qui l'avait rendu dans cet État, qui la rendait de plus en plus petite. Mais on l'a compris que le peuple, et c'est un grand pays d'abord, c'est le plus grand pays d'Afrique, mais le peuple n'est pas petit. Il est grand à tous les niveaux. Hassan Moussi, avec nous, je vous donne la parole, c'est à votre tour, analyste politique. Hassan Moussi, d'un point de vue politique maintenant, ce pouvoir, vers quoi il tend? On a un pays face au mur tout de même. On en parlait hier avec le syndicaliste Boualem Amoura, qui nous parlait d'une situation difficile aussi sur la nourriture, sur l'emploi, sur l'environnement. Sur la santé, on en parle maintenant depuis plusieurs semaines. Un pays qui est droit au mur, une rentrée scolaire qui arrive maintenant dans quelques jours. Ce régime, cette politique en Algérie, vers quoi elle tend selon vous? Est-ce qu'on peut espérer, avec ce pays, hélas, qui est face au mur, avec cette politique menée depuis plusieurs décennies, est-ce qu'on peut espérer un régime qui va s'éteindre, qui va se retirer? Alors, pas maintenant, bien évidemment, mais comme ça, d'année en année, parce qu'il y a une révolution qui va continuer. Quel est votre regard? Bon, d'abord, j'aimerais redire deux phrases qu'avait prononcées notre ami Aziz Arabe, qui m'ont vraiment touché, et c'est mon sentiment le plus profond, moi aussi, quand il parlait de non-assistance à personne en danger. Je crois qu'aujourd'hui, cette bureaucratie, encore une fois, je ne dirais pas bureaucratie, parce que c'est plus pire que ça, c'est la bureaucratie de ce pouvoir-là. Je crois que c'est non-assistance à personne en danger. Ils sont en train de nous bombarder avec des dossiers administratifs à fournir pour tout simplement bloquer les raisons et laisser mourir les gens. Ceci dit, je crois que c'est... avant de répondre à votre question, mon ami Chaban, je dirais nos décideurs vivent j'ai l'impression, sur la planète d'Aladin. Ils vivent vraiment sur la planète d'Aladin. Ils aiment nous faire vendre des tapis volants, je dirais, des tapis volants. Tout est possible quand il y a volonté politique. Tout est possible quand il y a volonté politique et quand il y a bonne organisation. Mais force est de constater que ni volonté politique, ni organisation ne sont du goût de ce pouvoir depuis déjà des décennies, si ce n'est seulement les calculs politiques, pour préserver, si vous voulez, pour maintenir le système et persévérer au sommet. C'est tout ce que fait notre pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Les besoins du peuple et les besoins de développement, les besoins politiques, économiques, sociaux du peuple, c'est le dernier de ses soucis. Comme on dit en anglais, le pouvoir en place, il fait dans le pro-life noise. C'est le pro-life noise, ça veut dire il fait dans la récupération tout simplement, la manipulation, la désinformation et la diversion. C'est les fameux RMDD. Récupération, manipulation, désinformation et diversion. Voilà ce que fait notre pouvoir depuis déjà des décennies. Est-ce que nos gouvernants... Je reste toujours dans cette histoire de Covid et vous répondre, mon ami Chaban. Est-ce que dans cette histoire-là, est-ce que nos gouvernants ont communiqué avec leur peuple, comme l'a si bien dit tout à l'heure notre ami Azé, quand il disait il n'y avait pas eu d'information, le peuple n'était pas informé. Est-ce que l'on a sensibilisé à l'importation des vaccins? Est-ce qu'on a sensibilisé à la vaccination? Est-ce que les leçons du patient ont été apprises par ce gouvernement-là? Est-ce qu'il a planifié? Est-ce qu'il a organisé? Est-ce qu'ils ont les moyens de leur promesses? Mais ça, je crois que Hassan Moussi, on l'a compris, c'est désolant à dire, mais on a compris que
peut-être que les autorités, le chef de l'État, même parlons de président, voilà, quand il dit clairement, je le disais hier, mais c'est des choses qu'on répète, quand il disait clairement que dans le cadre d'un 12 juin des législatives ou d'un 1er novembre, parce que pendant cette pandémie, on a aussi un régime qui s'est préoccupé de son calendrier électoral, une constitution imposée, des législatives. On sait très bien qu'il ne se préoccupe pas du peuple, donc ça, il disait clairement, moi, l'abstention, c'est pas un problème. Donc on l'a bien compris ça, que c'est certainement pas sa priorité. Par ses actes, on le voit aujourd'hui. Mais comment vous le voyez politiquement, ce pouvoir aujourd'hui? Est-ce qu'il va persister, il va continuer à diriger ce pays de la même sorte, et un pays qui est de plus en plus face au mur? Comment vous voyez les choses dans les mois à venir, par exemple? Oui, c'est une très bonne question, Chaban. Je vais encore vous agacer avec quelque chose avant de vous répondre. Vous savez, ces ministres-là qui nous disent, l'ex-ministre de la Santé, il s'appelle Boudia, je crois, qui disait que nous avons le meilleur système de santé arabe et africain. Moi, je lui dis tout simplement aujourd'hui, l'Algérie est à peine, écoutez bien, Chaban, j'ai les chiffres en tête, hein. L'Algérie, et puis je répondrai à votre question, l'Algérie est arrivée à peine à 700 000 vaccins. Double vaccin, ça c'est le chiffre officiel qu'a avancé l'État algérien à l'OMS. 700 000 personnes vaccinées doublement. Écoutez bien, hein, le Maroc, il est à 11 millions de personnes. Je dis bien, l'Algérie, 700 000, souvenez-vous de ce chiffre. Le Maroc, il est à 10 millions, doublement vaccinés. L'Arabie saoudite, 10 millions. Je cite les pays africains et arabes. Hein. L'Émirat arabe, 8 millions. L'Égypte, 2 millions. La Tunisie, 1 million. Le Nigeria, 1,5 million. Le Zimbabwe, 895 000. Et l'Angola, 750 000 vaccinés doublement. L'Algérie est à 700 000. Donc, j'ai cité des pays africains et des pays arabes qui nous ont devancés de loin. Par rapport à la politique, oui, c'est une bonne question. Non, avec ce pouvoir-là, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Nous avions suffisamment attendu, suffisamment patienté. Nous l'avions sollicité, nous avons été modestes, nous avons été simplistes. Le peuple algérien n'a jamais demandé la lune. Le peuple algérien demandait tout simplement un petit emploi, une petite habitation, se marier et travailler dignement, et un dinar qui se respecte, une économie qui se respecte, et satisfaire au moins ses besoins sur le plan alimentaire, sur le plan santé, sur le plan éducation. C'est tout ce que demande le peuple algérien. Jusque-là, ils se foutent de notre gueule. Ce pouvoir-là s'est foutu de notre gueule depuis 63. Jusque-là, tous les pouvoirs successifs se sont foutus de la gueule du peuple. Ils ne font que faire dans les calculs politiques, encore une fois, dans les manœuvres politiques, tout simplement pour rester au sommet. Regardez, Chaban, je n'ai pas à vous répondre, moi. Le peuple vous a répondu à 3 fois au bout de de 1 an et demi. La première élection, la seconde élection, la troisième élection, le peuple a complètement tourné le dos à cette politique scabreuse, cette politique qui n'apporte rien. Et c'est une politique qui n'apporte rien. On ne fait pas de politique en Algérie. On fait dans une politique politicienne. On ne fait pas d'économie. On fait de l'épicerie en Algérie. Désolé de le dire, mais c'est la vérité. Et c'est une honte, encore une fois. C'est une honte que les dirigeants m'entendent. Je leur dis c'est une honte, effectivement, quand on a un pays qui fait un peu la somme de 7, 8, 9, 10 pays européens. Faites votre addition. Quand vous avez le Luxembourg, la Belgique, l'Espagne, Malte, etc., vous allez voir 10 pays européens n'égaleraient pas l'Algérie sur le plan de la superficie, sur le plan de la population aussi. Et autant en Afrique. Et on a une position stratégique extraordinaire. On est en face de la Méditerranée, l'Europe devant nous, l'Afrique derrière nous, un pays super riche qui a toutes les richesses du monde. On se retrouve, mon ami Chaban, aujourd'hui avec l'Algérie sur 2 grands puits, l'Algérie. Elle est assise sur un puits d'eau, un très grand puits d'eau, et le peuple a soif. Elle est assise sur un très grand puits de pétrole, et les Algériens n'en ont jamais profité. En plus de toutes les richesses que nous avons, nous sommes arrivés à ce stade-là, avec ces défaites, ces résultats que nous sommes en train de voir. Peut-être vous allez nous poser une question tout à l'heure par rapport aux résultats sportifs. Nous sommes déçus, nous sommes découragés. On aurait pu faire mieux sur tous les plans. On y reviendra. Voilà. Donc, je termine par rapport à cette question en vous disant, mon ami Chaban, avec ce pouvoir, c'est le mur, c'est la casse, et c'est une perte de temps. Plus on attend, et plus l'Algérie s'effrite, plus l'Algérie se casse. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Hassan Moussi. Alors restez avec nous, j'espère vous redonner la parole
peut-être une petite minute tout à l'heure, mais il est déjà 20h45. On va donner la parole à Azdine Toumi. Azdine Toumi, c'est à votre tour. Azdine Toumi, pareil, peut-être votre dernière intervention. On l'a compris, c'est un pouvoir qui ne sera jamais entendu devant un Parlement. On voit aujourd'hui, d'ailleurs, on consacrera un rendez-vous là-dessus parce qu'il y a l'absence totale et le silence total des partis politiques en Algérie. Le Parlement n'est pas prêt de recevoir et de demander des réponses au pouvoir algérien avec cette crise sanitaire sans nom. Ce drame, ça on le sait. C'est quoi la solution, Azdine Toumi? C'est vraiment dans quelques mois un retour des Algériens et des Algériennes dans la rue pour continuer cette révolution et dire stop? D'abord, c'est vrai que ce pouvoir, il croit encore rester dans l'impunité comme il l'a fait à plusieurs reprises, surtout quand il y a mort d'hommes. Donc cette fois-ci... Mais il est dans l'impunité. Il est dans l'impunité. Ou alors vous pensez qu'il sera entendu demain il y a eu des milliards de dilapidés où les personnes n'ont jamais été réellement sanctionnées. Il est dans l'impunité, ce pouvoir. Moi, personnellement, je ne pense pas que le peuple algérien va laisser passer ce genre d'agissement, ce genre de manquement à ses responsabilités. Il viendra le moment où la lumière sera faite sur ce qui s'est passé dans nos hôpitaux, comment des gens ont pu mourir avec un manque d'oxygène, et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Est-ce qu'avec une meilleure prise en charge, on aurait pu sauver des vies, notamment des jeunes, des médecins et autres. Donc tout ce qui entoure la gestion de cette crise, qui est un échec total du pouvoir. Quand vous voyez un ministre dire qu'on a été surpris par le Delta, c'est inconcevable. Comment il s'est permis de dire ça? En essayant de justifier quelque chose, il a complètement discrédité cette institution. Il y avait la Tunisie, il y avait d'autres pays dans le monde qui ont vécu des vagues importantes et on a vu comment les responsables algériens, ils étaient là à parler d'élections, à organiser des élections législatives. Ce même Parlement aujourd'hui, duquel on n'attend rien du tout, c'est un Parlement, au final, c'est un Parlement du système. Il représente le système lui-même. C'est le pouvoir qu'il avait mis en place. Le peuple n'était pas dans ces élections. Il n'a pas participé dans ces élections et le taux de participation l'a bien montré. Donc aujourd'hui, le pouvoir, il continue à exécuter son plan pour son maintien. C'est un plan qui passe par ces élections présidentielles, législatives, et il va aller vers c'est ce qui intéresse le pouvoir. Il va aller vers les élections locales. Donc, pour lui, se maintenir au pouvoir constitue l'urgence. Casser la révolution, casser le Hirak, pour lui, ça constitue une urgence. Faire taire les opposants, faire taire les activistes, tout ce qui est en relation avec le Hirak, et toutes les voix qui discordantes, qui sont contre ce système, qui dénoncent, qui divulguent, etc., il faut les faire taire. Ça constitue une urgence pour le pouvoir. Autre chose, pour lui, c'est le temps qui va faire les choses. On verra après, mais c'est se maintenir. Donc aujourd'hui, ils sont en train de faire un forcing avec ce plan, non seulement un forcing contre la réalité du terrain, contre cette opposition du peuple, rejet du peuple pour ce pouvoir, mais c'est un forcing contre l'histoire, parce que l'histoire obligera ce pays à aller vers le changement. Il n'y a pas d'autre solution. Cette ferveur, cette jeunesse, cette volonté du peuple algérien, cette détermination ne pourra aboutir qu'à un vrai changement total. Le temps qu'il faudra, mais nous demandons à ce pouvoir d'arrêter de faire perdre du temps à ce peuple, d'arrêter de faire perdre du temps à cette Algérie, de donner la chance à cette jeunesse, de donner la chance encore à l'Algérie, tant qu'il est encore possible de sauver ce pays
et d'arrêter de mener le pays vers la faillite, parce que ce qui va venir, il y a, je l'ai dit déjà, il n'y a pas que la vague du Covid, il y aura d'autres vagues économiques, sociales, financières, etc. Et ces vagues-là pourront être plus dangereuses pour notre Algérie. Ça va être l'effondrement et qui va assumer les responsabilités. Donc, tant qu'il y a encore cette volonté de prendre les choses en main, le peuple l'a si bien prouvé avec cet élan de solidarité. Le peuple, il a dit, je suis là, je peux prendre les responsabilités, on peut prendre en charge nos problèmes, on peut sauver notre Algérie, pas seulement face au Covid, et face à d'autres crises. Et le pouvoir, il est en train de s'entêter et c'est à lui d'assumer les conséquences. Merci Azine Toumi, on l'a compris, vous avez raison, un peuple qui prend ses responsabilités et ça sera la seule solution, la révolution. Asia Arab, on a 1 minute avec vous, mais je me suis permis parce qu'on a le plaisir de vous inviter sur ce plateau régulièrement. Vous êtes à Paris. Une dernière minute à Asia Arab, peut-être un message d'espoir, la révolution qui va continuer, qui continue aujourd'hui, c'est la solution. Ça sera la seule et unique solution pour sortir ce pays de cette crise et de ce régime. Je crois qu'aujourd'hui, la révolution a un autre sens. C'est la solidarité, d'abord entre toutes les différentes générations du peuple algérien et cette formidable solidarité au sein de la diaspora, que ce soit aux États-Unis, dans tous les pays du monde, ils sont en train de s'organiser pour aider l'Algérie. Ils sont en train de s'organiser pour aider le peuple algérien. Je réponds à M. Tebboune qui avait dit que un grand pays, ce grand pays est grand grâce, il est grand par la grandeur de son peuple, par la grandeur de sa jeunesse, par la grandeur de ses femmes et de ses hommes. Il n'est pas grand par le mépris du pouvoir. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est laisser la jeunesse s'organiser, laisser cette jeunesse aider les hôpitaux algériens. Déjà, puisqu'on avait parlé au sein à l'intérieur même, c'était lors d'une émission avec Hussein, j'avais parlé d'un téléthon pour aider le peuple algérien. Je crois que pour aider les hôpitaux algériens, ce que le pouvoir avait promis, vous voyez, sincèrement, quand il avait promis 3000, j'ai noté là, 3000 concentrateurs d'oxygène. Ce que le pouvoir avait promis, donnez-moi le nombre de concentrateurs d'oxygène qui ont été mis en place par le pouvoir. Ce que le pouvoir avait promis, Haj Hamidouche l'avait fait. Il avait aidé plus de 10 hôpitaux de différentes wilayas avec plus de 30 concentrateurs d'oxygène. Laissez le peuple s'organiser, laissez le peuple organiser sa solidarité, laissez le peuple s'entraider. Mettez-vous de côté à la limite. Vous avez des douanes. Pourquoi imposer une bureaucratie? Vous avez la douane. Au lieu de bloquer les gens, il faut contrôler puis laisser passer. Aujourd'hui, vive la solidarité de la diaspora, vive la solidarité du peuple algérien. Merci Asia Arab. Je vous ai écourté un peu le temps, mais voilà, vous êtes souvent ici, vous êtes fidèle à l'émission. Merci infiniment Asia Arab, militant politique. Azine Toumi, merci aussi pour votre fidélité, militant politique. Et c'est pas facile en Algérie de s'exprimer, de dire les choses librement. Il y a des détenus qui ont été arrêtés dernièrement car ils ont filmé des images des conditions des hôpitaux et ils ont été arrêtés, ils sont incarcérés aujourd'hui. Hassan Moussi, merci infiniment du Canada. Vous aviez un très beau décor derrière vous aujourd'hui, Hassan Moussi. Merci à l'équipe technique d'avoir réalisé cette émission à mes côtés. Je voudrais juste saluer les 40 athlètes qui étaient à Tokyo, les 40 athlètes algériens. Il y a quelques remarques sur les réseaux sociaux. Même s'il n'y a pas eu de médaille, il faut saluer ces athlètes, car si aujourd'hui il n'y a pas eu de médaille, c'est aussi lié à ce système où on manque d'installations sportives, on manque d'éducateurs, on manque de formation, on manque de programmes pour entraîner, pour former, on manque de moyens. Ce sont des sportifs qui essayent et qui sont passionnés, qui essayent de représenter son pays. Alors effectivement, il y a eu 40 participants, il y a près de 240 accompagnateurs pour 93 milliards de centimes de dinars. Il y a eu des remarques sur les réseaux sociaux, mais on sait très bien que c'est lié au système en général politique et de ce régime qui ne met pas les moyens aussi bien dans la santé
l'éducation, la culture et aussi le sport. Donc je voulais vraiment saluer ces 40 athlètes qui étaient à Tokyo pour porter le drapeau algérien. Bonne soirée à tous, les réseaux sociaux. Encore un hommage à tous les disparus. On pense fort à vous et à toutes ces familles qui vivent dans la douleur. J'aurai le plaisir normalement de vous retrouver demain soir pour un nouveau numéro de Microscoop. Bonne soirée à tous.